Là, je la vois là, enfin, avec la luminosité de la fin de journée. C'est tout simplement exceptionnel. Le coup de crayon de cette voiture, c'est du génie. C'est du génie. Et salut les potos, c'est julien.com. Alors, dans la vidéo précédente, je vous expliquais que je vendais ma 4C, un petit peu, voilà, c'est un moment un peu triste, mais c'est comme ça. Je me suis dit pourquoi pas en profiter pour vous faire un petit guide d'achat de cette voiture. Moi qui connais bien la voiture maintenant, ça fait un peu plus d'un an que je l'ai. Je connais un petit peu tous les trucs et astuces, tous les points particuliers spécifiques à cette voiture à surveiller. Et voilà, je vous propose un petit guide d'achat, qui j'espère vous permettra de mieux appréhender le futur achat ou l'envie de futur achat de cette voiture. Donc on va faire un petit peu le tour de la voiture ensemble. Il y a des choses que j'ai préparées et je me connais. Je me garde une marge d'innovation, d'adaptation, de flexibilité. Je suis sûr que je vais trouver des choses que je n'avais pas pensé. Mais je vais me dire, tiens, en passant devant, c'est vrai qu'il faut faire attention à ça. Allez, c'est parti pour un petit tour de la voiture. Alors, on parlera tout à l'heure, en fin de vidéo, de comment voilà, se dire cette voiture, ça vaut le coup de l'acheter au niveau kilométrage, au niveau année, au niveau options, toutes ces choses-là. Là, on va vraiment se concentrer sur les aspects à surveiller sur une 4C. Il y a un point vraiment capital à surveiller sur une 4C, c'est l'état de la carrosserie. Pourquoi? Parce que je l'ai expliqué dans mes précédentes vidéos, la peinture particulièrement, c'est de la grosse merde. Je ne peux pas dire autrement, je ne peux pas contenir mes mots, je peux pas essayer de... C'est de la merde, j'y peux rien, c'est comme ça. Voilà, il n'y a pas d'épaisseur de peinture, j'ai pas l'impression qu'il y ait du vernis. Voilà, elle saute de peur. Et ça vraiment, c'est vraiment terrible. Moi, c'est vraiment le regret de cette voiture. J'aurais dû y penser plus tôt, j'aurais dû la faire filmer complètement. Donc j'ai un film un petit peu, moi, sur tout le nez. Mais dès qu'il y a un endroit qui n'est pas filmé, eh ben, ça prend cher avec les gravillons. Donc voilà, si vous voulez une voiture état concours, faites vraiment attention à ça. Après, si vous vous en foutez un peu et que vous avez l'intention de rouler vraiment avec, bon, ça peut être justement un argument de négociation, mais faites bien attention, parce que les voitures brillent beaucoup, généralement elles sont polichées, mais n'hésitez pas à vous rapprocher vraiment de la voiture pour vraiment regarder les détails. Donc c'est un peu con ce que je fais, parce que la voiture elle est en vente, mais je préfère être transparent, et moi je suis toujours transparent avec mes acheteurs. La voiture, tu veux les dépioter dans tous les sens, tu veux la regarder au plus près à la loupe, vas-y, fais-la, mais achète cette voiture en toute connaissance de cause. Donc j'ai pas de scrupule à montrer les défauts de la voiture parce que ça fait partie de la vie de la voiture. Typiquement, regardez, ça fait mal au cœur, hein, mais c'est comme ça, on peut pas échapper. Vous voyez là, je sais pas si on va voir, moi j'ai un film XPEL, donc on voit que ça fait une démarcation, mais là, vous voyez, il y a un petit éclat là. Voilà, il y a un éclat. Et là, il y en a juste au-dessus, et il y en a juste au-dessus, et des petits éclats comme ça, partout c'est pas protégé. Voilà, il y en a un autre là. Voilà, si c'est pas protégé, eh ben il y en a partout. Voilà. Et ça les gars, je peux vous dire que ça fout vraiment les boules parce que elle prend cher dès qu'elle n'est pas protégée. Après, partout où il y a le film XPEL, il y a des petits impacts, mais c'est des impacts dans le XPEL, le film de protection, donc ça c'est pas grave. De la même façon que mon film est un peu, il est un peu passé, il y a 2-3 petites rayures, mais ça se fait très bien au polish, on peut récupérer le XPEL sans problème. Donc ça vaut mieux qu'elle ait un XPEL un petit peu fatigué qui soit repoliché plutôt qu'une peinture fatiguée. Voilà. Ce qu'il faut faire attention aussi, c'est l'état des phares. L'état des phares, si les phares ont des impacts ou si les phares commencent à se décoller, j'en ai vu des phares un petit peu décollés avec le vernis ou ce qui ressemble à un vernis saute, ça c'est pas bon. C'est vraiment pas bon, il faut faire gaffe parce que ça coûte une blinde. Donc faites bien le tour de la voiture. Ce qui prend très cher au niveau carrosserie, c'est vraiment les bas de caisse. Là on voit la partie blanche là. Moi j'ai le XPEL là, et puis après là par contre c'est pas protégé, donc ça prend cher, et ça fait mal au cœur. Le bas des bas de caisse prend cher aussi, j'ai XPEL aussi donc je m'en sors bien, et l'intérieur aussi prend cher. Donc la mienne est vraiment très propre, ça on voit que ça part sur les bords, mais ça c'est vrai, on peut rien y faire, mais il y en a qui sont complètement mangés là, et ça c'est vraiment pas génial quoi. Donc si vous voulez une voiture clinique, faites attention aux détails, Les ailes arrière sont aussi sujettes aux impacts. Derrière, j'en ai vu pas mal des 4C, il n'y a rien à signaler. L'arrière est bien protégé, il n'y a pas de choses à revoir derrière au niveau carrosserie, ça bouge pas. Vérifiez aussi, si je peux vous donner un petit conseil, parce que j'en ai vu des comme ça, vérifiez les alignements.
C'est très simple, ça permet de voir si la voiture a tapé ou pas, si elle a été mal réparée, mais ça c'est facile. Typiquement, il y a des alignements très complexes sur cette voiture à respecter. Il y a toute cette triade d'alignements là, de pièces, une carrosserie, aile et capot, tout ça, ça doit être aligné. C'est aligné, c'est sur la même longueur. Vous voyez, j'en ai déjà vu certaines qui rebiquent, qui sont un petit peu plus appuyées. Ça veut dire que ça a été manipulé. Ça veut dire que ça a été mal remonté, peut-être repeint. Donc posez des questions. Ça, faut poser des questions. Vérifiez aussi que vous ayez bien, que ces caches-là tiennent bien. Ces caches-là sautent. Souvent. Donc ça, vérifiez bien que ces caches-là tiennent, parce que ça saute super vite. Donc assurez-vous que ça tienne bien, que ça n'a été pas rescotché à l'arrache. Mais il y en a beaucoup avec les caches qui ont déjà sauté. Donc ce côté-là aussi, il faut surveiller. Ça, il n'y a pas de problème, ça tient bien. Voilà, encore une fois, les ajustements. Il faut bien les vérifier. Il faut vérifier aussi les ajustements des portes. Là, je sais que ma porte est légèrement un peu plus basse, mais c'est un défaut d'origine. Et il faut que je le fasse corriger, ou en tout cas que je le signale au prochain acheteur qu'il en parle à Alfa Romeo. Parce que la voiture, si elle continue de descendre, aurait tendance un petit peu à frotter sur l'intérieur. Et ça pourrait abîmer la peinture. Et c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc il faut faire attention aux alignements. Donc la peinture, c'est une chose. Si vous êtes prêt à acheter une voiture qui a quelques petits impacts, moi ça me dérange, enfin ça me dérange, mais on peut pas l'éviter, donc il faut aussi être compréhensif. Si ça vous permet de négocier la voiture, c'est bien. Après vous les refaites pas, dans tous les cas ça reviendra. Voilà, ça vous pouvez pas l'éviter. Par contre, il y a un point où il faut vraiment faire attention, où ça se refait pas. Et ça pourrait être vraiment dramatique. Surveillez bien les parties en carbone de la voiture. Typiquement, les montants là. Vous voyez ces montants là? C'est tout du carbone. Si là-dessus, là, vous avez le moindre impact, mais un impact important, là, les gars, c'est la merde. Là, c'est vraiment la merde. Et d'une part, vous allez regarder que ça quand vous allez monter dans la voiture ou la nettoyer. Et d'autre part, pour la revente, les gars, c'est très compliqué. Et ça, c'est sujet vraiment aux impacts. Moi, vous voyez, j'ai pas la protection là. Et j'ai peur. Donc, cette protection là, c'est du XPL, ça coûte 180 €, c'est toute cette partie là. En protection, c'est facile à poser, vous pouvez le faire vous-même ça, hein. Vu que c'est prédécoupé, je vous invite fortement à le faire si vous l'avez, si la voiture l'a pas. C'est sûr que ça se voit un petit peu, mais ça vous protège la voiture, parce que si vous avez le moindre impact là-dessus, là c'est vraiment la merde les gars, parce que la voiture elle va prendre une décote si ça se voit, et si vous êtes honnête avec votre futur acheteur, c'est la merde. De la même façon, quand les gars remplacent le pare-brise, il faut faire super attention avec leurs câbles là quand ils passent, qu'ils n'abîment pas le montant. Donc surveillez le montant en carbone. C'est du carbone les gars, c'est pas une pièce normale. Ça vous n'allez pas le refaire. Et vous voyez, vous demandez à votre carrossier de refaire le vernis de la pièce en carbone. Laisse tomber, c'est pas la peine. Ça les gars, il faut que ça soit parfait. Il faut pas l'acheter si c'est pas parfait. Je vous le dis. Au niveau des alignements arrière aussi, il faut faire attention. Si c'est pas tout à fait droit, ou si ça paraît un peu plus serré à un endroit, c'est que ça a été démonté. Et bon, on n'aime pas trop ce qui a été démonté. Donc faut essayer de se renseigner pourquoi ça a été démonté. Voilà, les ajustements, c'est censé être c'est affleurant partout. Ils sont pas mal faits ces ajustements d'origine. Donc essayez de surveiller ça. Voilà. Mais une voiture neuve, les ajustements sont corrects. Pareil. L'alignement du capot arrière, voilà, ça doit pas frotter, ça doit bien être à fleur, ça se règle. Mais dans le coup, si c'est décalé, ça veut dire que potentiellement à l'intérieur, ça a peut-être frotté et ça laisse des traces, et ça c'est pas super bien. Un petit point intéressant au niveau carrosserie à surveiller aussi si vous êtes maniaque, regardez ce petit détail là. Je vous avais expliqué déjà sur les choses que j'aimais et que je détestais sur cette voiture. Ici, quand on soulève le capot arrière, on n'a pas le choix que glisser sa main et donc ses ongles là. Il n'y a pas de poignée, il n'y a pas de truc à appuyer pour soulever. Donc on est obligé fatalement à un certain moment peut-être de rayer la carrosserie ici. Donc regardez l'état autour de tout ça. Si c'est pas mangé d'ongles, ou le mec serait guitariste et il a des ongles de 50 mètres de long, ça faites attention. Parce que si vous êtes maniaque, vous n'allez pas le voir tout de suite. Parce que c'est un peu à l'intérieur, c'est tout ça. Mais ouvrez le coffre, regardez ce qu'il y a dedans. Et ça, moi je vous conseille encore une fois de poser un petit XPL juste là, qui ferait ça et ça, et vous serez beaucoup plus serein lors de la manipulation, et voilà, ça vous permettra de garder une voiture clinique. Je ne vais pas vous parler des grilles parce que j'ai pas encore remonté les grilles, il va falloir que je le refasse. Les grilles, il n'y a rien à dire de particulier là-dessus, ça bouge pas, ça prend pas d'impact, voilà, ça soyez relativement serein. Ce qu'il faut regarder, c'est assurez-vous que les grilles correspondent avec l'échappement.
Moi, normalement, d'origine, j'ai des échappements latéraux. Donc, on est censé avoir une grille pleine ici et 2 trous ici. Mais il suffit de reboucher les trous ici et de faire un trou dans la grille pleine. Et ça fait un peu magouille, ça vous permet de mettre un échappement central. Donc faites attention à ça parce que les grilles là, ça c'est 300 balles, ça c'est 300 balles, ça c'est 300 balles. Donc 300, 600, 900, c'est 900 € qui partent pour acheter 3 grilles. C'est très facile à démonter, c'est très facile à remonter, mais il y en a pour 900 balles. Donc ça, faites attention. Je vous conseille également de surveiller quelque chose. Alors ça les gars, je vous le dis, il va pas falloir se prendre la tête avec ça parce que toutes les 4C sont comme ça. Donc qu'elles soient rabaissées, pas rabaissées, vous n'allez pas pouvoir l'éviter à moins qu'elles soient neuves et vous allez la défoncer dans les 1000 km qui suivent. Donc calmez-vous avec ça, c'est pas grave, ça ne se voit pas. Néanmoins, ça peut être un argument pour la vente, en tout cas pour l'achat. Si vous voulez négocier un petit peu, vous pouvez insister là-dessus. Mais fatalement, vous allez trouver un défaut ici. Donc je vous le montre. La mienne a ce défaut. Essayez de ne pas me le faire payer quand vous achetez ma 4C, s'il vous plaît. Je vous montre là, le dessous là. Clairement, là-dessous, je ne sais pas si on va bien voir, mais ça là, tout le dessous là, c'est sujet à mangeage, là, clairement. Donc le dessous là, il se fait gratter tout le temps parce qu'il y a tellement de... La pointe est tellement longue. En fait, ce qu'on s'aperçoit sur cette voiture, c'est que le pare-choc n'est pas aligné. Là, il y a vraiment une pointe. Donc les côtés prennent pas, les côtés sont nickel. Par contre, le nez là-bas, qu'est-ce qui prend? Ça frotte très souvent. Donc le mien est poncé, ça fait un plat. Ça frotte régulièrement. Ça frotte de moins en moins parce que j'ai remonté un peu la voiture, parce que je sais un peu mieux m'y prendre. Mais typiquement, si vous vous dites, tiens, et si je prenais le dodane de travers, par exemple, ça ne fonctionne pas sur cette voiture. Ça marche pas parce que dans le coup, ça fout la pointe de travers sur le dodane et ça frotte encore plus. Donc allez-y de front, doucement, très doucement, en ayant relâché les freins, parce que sinon ça plante l'avant de la voiture et ça se passera bien. Voilà, mais ça clairement, vous pouvez pas l'éviter. Mais surveillez néanmoins ce petit point-là, ça c'est important. Au niveau des jantes, là, alors les jantes sont magnifiques, seulement elles sont très fragiles. La peinture qui est une espèce de grille un petit peu métallisée, il faut savoir qu'il n'existe pas de stylo de retouche chez Alfa Romeo. Donc c'est très compliqué, même pour récupérer cette teinte métallisée d'origine, pailletée on va dire, c'est super compliqué. Donc faites attention à l'état des jantes. Elles coûtent pas très cher, elles coûtent 230 € pièce. Donc si jamais vous en arrachez une, vous embêtez pas à la repeindre, vous en rachetez une et puis voilà, c'est bon. C'est pas dramatique, 230 €, c'est cher, c'est clair. Mais pour la voiture, l'exclusivité de la voiture, c'est que dalle. Voilà, mais ça, faut le savoir. Si les jantes sont mangées, soit vous faites repeindre les 4 et en espérant que vous ayez la même teinte, parce que cette teinte est quand même magnifique. Soit encore une fois, c'est un argument pour la vente et puis enfin pour l'achat. Mais faites-y attention parce que les jantes sont vraiment fragiles. Moi, j'ai une protection là. Sur mon pneu de bord de jante, ça aide pas mal à limiter les conneries. Néanmoins, j'en ai une qui est un petit peu grattée. C'est pas de moi, c'est de l'ancien propriétaire. Je l'ai acheté en parfaite connaissance de cause. On le voit là typiquement. Voilà, il y a un petit truc un peu bouffé. Voilà. Donc si vous êtes maniaque, surveillez bien les jantes, surveillez bien l'intérieur des jantes, aussi les impacts sur des écrous quand on démonte les roues. Si vous voulez quelque chose de clinique, faites vraiment attention à ça. Alors concernant l'intérieur, déjà la capote, pour parler d'une Spider, bon là il n'y est pas, c'est pas forcément le bon exemple, mais contrôlez vraiment l'état de la 4C. Oui, ça va de soi. Contrôlez vraiment l'état de la capote, notamment des fixations. Regardez que les fixations ne soient pas abîmées, qu'il n'y ait pas d'impact. Et notamment aussi si les gens qui ont monté et démonté la capote sont un peu de façon brutale, on va dire, ça peut abîmer toutes ces pièces-là. Voilà, ça peut arracher les joints et toutes ces choses-là. Et je sais que des joints comme ça coûtent très cher parce qu'ils sont faits d'une seule pièce. Donc vérifiez bien l'état des joints. Vérifiez que les joints sont régulièrement graissés. Moi je les huile avec une espèce d'huile spécifique, mais voilà, faut pas qu'ils s'abîment parce que les joints comme ça coûtent très cher. Donc surveillez bien ces côtés-là, s'il n'y a pas d'impact, s'il n'y a pas de grosses rayures qui ne peuvent pas se faire, qui peuvent pas se récupérer, ça c'est vraiment important. Surveillez bien ça. Au niveau de l'intérieur aussi, ce qu'il faut surveiller si vous l'achetez d'origine, d'occasion, la 4C, surveillez qu'ils aient bien mis des protections. Voilà, typiquement, voilà, ça se fait beaucoup, les protections Expel, les choses comme ça. Mais voilà, ça c'est capital parce que vous allez passer dessus et vous allez constamment frotter ces côtés-là. Moi, on le voit que je l'ai la protection là. Vous voyez
il y a un film. Donc ça descend, ça fait tout le tour. Là, il y a une petite bulle dans le coin là. Et ça fait tout le tour. Et ça, forcément, dès qu'on monte dans la voiture, on frotte là-dessus fatalement. Donc on frotte là, on frotte aussi sur le montant, mais on frotte aussi sur le carbone. Donc ça, les gars, et ça, c'est vraiment le point, je pense, le plus capital qu'il faut surveiller sur cette voiture, c'est l'ensemble du carbone. Donc je vous invite vraiment, si le carbone intérieur est nickel, à tout de suite faire filmer l'ensemble du carbone qui peut être accrochable dans cette voiture. Ça va déterminer la valeur de la voiture. Les gars, si jamais il y a le carbone qui est abîmé, alors je vous dis pas un impact, mais je vous dis une rayure profonde, un coup, quelque chose comme ça sur la cellule du carbone, n'achetez pas la voiture. N'achetez pas la voiture parce que c'est pas parce que la voiture est enroulable, c'est parce que la voiture est invendable. Je vous le dis. Si jamais sur ces montants-là, vous avez vraiment une rayure profonde, je sais pas moi, un énorme caillou qui est accroché à une chaussure et qui a rayé tout l'intérieur, ou qui a vraiment des grosses traînées là, vraiment c'est mangé. Les gars, c'est pas rattrapable ça, ce n'est pas rattrapable. Donc n'achetez pas la voiture. Ça, si j'ai un conseil à vous donner, la voiture, vous enlevez absolument, vous poussez tout, vous resserrez tout, vous refermez tout, vous regardez absolument l'ensemble du carbone, toute la bassine, que ça soit à l'intérieur, mais aussi les sous-bassements. Ça, faut vraiment faire gaffe. Si jamais la cellule en elle-même, et ça c'est l'inconvénient d'avoir du carbone apparent et d'avoir un châssis apparent, si jamais il y a la moindre trace, bon après autre qu'une rayure fine, s'il y en a une mini rayure, c'est pas dramatique. Mais si vraiment il y a quelque chose de profond, faut pas l'acheter. Faut pas l'acheter parce que peut-être que vous allez pouvoir bien vouloir l'acheter, mais d'une, vous allez penser qu'à ça, vous allez dire putain, tu vas tourner la tête dans la voiture, tu vas voir qu'il y a une rayure, ça va te faire mal au cœur. Et la voiture, sincèrement, elle est invendable. Donc soit vous allez prier que le vendeur le voit pas, enfin l'acheteur le voit pas, mais si vous êtes honnête, le mec il va dire ah ouais c'est chaud, franchement c'est chaud. Une cellule en carbone rayée, ça fait vraiment attention. Si j'ai un conseil à vous donner, attention avec le carbone, quel qu'il soit sur cette voiture. Faut qu'il soit parfait de chez parfait. Un point aussi à surveiller, mais les sièges sont plutôt bien conçus. Ils sont soit en tissu, soit en cuir et tissu. Ils ont été intelligents, c'est qu'ils ont mis les endroits où ça frotte, ils les ont mis en tissu. Donc un peu plus rigide et un peu moins sensible que du cuir. Donc c'est pareil, assurez-vous que ces maintiens là, notamment là où on frotte quand on rentre dans la voiture, et aussi de l'autre côté, parce que souvent on pense conducteur mais on pense pas passager. Le conducteur généralement fait attention parce que c'est sa voiture, mais les passagers, voilà, il suffit que tu emmènes la copine ou le copain ou le machin de machin et il va rentrer là-dedans comme un bourrin. D'où l'intérêt d'avoir clairement du XPEL partout sur la voiture. Mais regardez l'état des sièges. Attention aussi au siège qui est pas, au siège au cuir qui est pas d'énorme qualité. De bien le graisser régulièrement, de bien l'entretenir. Ça c'est vraiment capital de le nourrir. Et regardez le fond aussi. Généralement, il peut être un peu croqué par les petits pics qu'il y a dans les jeans en cuir. Dans les jeans en cuir. Oui, c'est un peu sadomaso là, c'est jeans en cuir. Non, les jeans avec les petits pics. Je sais pas à quoi ils servent ces pics d'ailleurs, faudrait qu'ils les enlèvent, ces putains de pics qui rayent tous les cuirs des bagnoles. Mais faites attention à ça, parce qu'un siège de 4C ça coûte cher, voilà, c'est tout simplement. Faites attention aussi à l'assise. Voilà, la mienne a 20 000 km, donc on voit qu'il y a une petite veine qui s'est formée. Donc ça, faites attention, voilà, faut pas que ça commence à s'affaisser, faut pas que ça commence à devenir irréversible. Faites attention à ça, et même quand vous aurez la voiture, faites votre maximum pour vraiment mettre la main là-bas, vous appuyez au maximum sur le carbone avec les mains et pas vous affaisser quand vous descendez dans la voiture sur le siège parce que sinon il va pas faire longtemps. Au niveau des plastiques intérieurs, il n'y a pas grand chose à dire. Les plastiques sont de très mauvaise qualité, ça on le sait. Notamment ces plastiques-là, les plastiques là, ça raye très vite, c'est pas génial. Donc ça, bon, essayez de regarder, essayez de faire en sorte qu'ils soient nickel. Ils coûtent pas forcément très cher à remplacer, mais c'est juste que voilà, c'est signe que la voiture a été bien traitée si les plastiques sont propres. De même pour tout ce qui est boutons, faites attention, voilà, qu'on voit encore la présence, qu'ils soient bien clairs, bien nets, qu'ils soient pas rayés. Essayez de les appuyer d'appuyer sur le plat du doigt. Voilà, ça c'est des petits détails, mais
Mais clairement, si ça c'est abîmé, voilà, ça participe à la décote de la voiture, quoi. L'autoradio, bon bah je peux pas en parler parce que la saloperie d'origine est démontée. C'est pareil, assurez-vous que ce soit bien l'autoradio d'origine, ou en tout cas que vous l'ayez à disposition. Testez bien les appels et tout ça, que ça connecte bien en Bluetooth, parce que bon, voilà, on sait jamais. Concernant le compartiment moteur et tout ce qui est coffre, là il n'y a pas grand chose à surveiller. Assurez-vous bien que vous ayez le petit sac pour ranger la capote. Là elle est rangée un peu de travers, mais parce que je l'enlève juste pour la vidéo. Mais assurez-vous que la capote vraiment ait son petit sac. D'origine il y a un sac brodé Alfa Romeo, donc ça assurez-vous de l'avoir vraiment. Assurez-vous aussi d'avoir le kit complet pour en cas de crevaison de la voiture. Voilà, ça et ça, tout doit être dedans. Voilà, il n'y a pas de... Ça tout a bougé. En même temps, j'ai jamais ouvert ce truc là. Donc c'est que j'ai vraiment pas fait attention en l'achetant. Mais assurez-vous que toutes les pièces y soient. Voilà, ça c'est vraiment important. Ça doit être dans la voiture. C'est badgé Alfa Romeo. Et ça, si vous l'avez pas, c'est pas normal. C'est ça a été livré d'origine. Il y a une valise qui n'est pas d'origine ou qui contient des produits d'entretien pour entretenir la voiture, ça c'était une option. Donc ça, si vous l'avez pas et qu'elle n'est pas listée dans l'option, c'est pas dramatique. Mais voilà, celle-là vous devez l'avoir. Ça, faut faire attention. Surveillez bien aussi l'intérieur, que bon, la partie moquette soit pas abîmée. Ça doit être nickel. Pareil, faites attention, au fond il y a du carbone, donc surveillez que c'est en bon état. L'isolant là-bas aussi, il faut que ça soit nickel. Assurez-vous qu'il n'y ait pas une magouille aussi au niveau de la batterie. C'est censé ressembler à ça, la batterie, hein. Là c'est un petit peu soulevé parce que c'est quand je mets mon mainteneur de charge, mais ça doit ressembler à ça. Il ne doit pas y avoir de bidouille, quoi. Et je vous le dis parce que j'en ai vu avec des bidouilles, c'est pour ça. Au niveau du moteur, bah, rien de particulier. Si les entretiens sont faits, vous n'avez pas de risque, mais jetez un coup d'œil quand même au fond, regardez qu'il n'y ait pas de fil qui pendouille, des machins. Moi j'en ai déjà refixé un de fil qui pendouillait. Ça, faut être relativement vigilant. Mais regardez que voilà, rien ne vous semble. Vous pouvez bien voir, donc assurez-vous qu'il n'y ait pas de fluide qui coule ou toutes ces choses-là. Et puis ça suffira pour cette partie-là. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vu que les jantes sont très ajourées, vous pouvez regarder aussi l'état des disques, l'état des plaquettes. Donc n'hésitez pas à regarder aussi, ça vous fera un argument de plus pour la vente. Vous avez tellement accès à tout que vous pouvez voir aussi l'état des rotules, les choses comme ça, s'il n'y a pas de présence de rouille et tout ça. Ça c'est intéressant à voir. Pour l'intérieur, les gars, aussi, faites attention principalement au tableau de bord. Le tableau de bord, s'il est dans un pays, s'il a vécu dans un pays où il fait chaud, style Provence-Alpes-Côte d'Azur, des choses comme ça, le tableau de bord au niveau cuir, il est relativement fragile. Si c'est en plastique, bon, c'est moche, c'est pas dramatique, mais si c'est en cuir, il peut se décoller. Donc faites attention à ce que ça soit bien collé, que ça soit bien tendu, et parce que ça, sinon, ça va vous coûter une douille. Vous allez peut-être pas forcément le voir, parce que, mais touchez-le, ayez la sensation qu'il n'y ait pas de bulles, pas de choses comme ça, que le cuir soit bien tendu partout, qu'il soit surtout pas abîmé, et voilà, assurez-vous de ça. Au niveau du volant aussi, le volant, assurez-vous que toute la partie en Alcantara soit pas trop abîmée, même si il présente une légère glaciation où il devient un peu brillant, ça c'est pas dramatique. Justement, vaut mieux qu'il soit brillant plutôt qu'il soit bien propre avec une voiture qui est 20 000 km. Si la voiture a 20 000 km et que le truc il est nickel, ça veut dire que ça a déjà été nettoyé. Et si ça a déjà été nettoyé, ça veut dire qu'ils ont déjà enlevé de la matière. Parce que quand on nettoie ce type de matière-là, on la brosse, donc on enlève un peu de matière. Donc voilà, à la limite, vous, si c'est un petit peu abîmé, vous le faites. Et ça repart neuf, nickel, pendant un bon bout de temps. De tous les cas, ce qui est intéressant avec cette voiture, c'est que vous n'allez pas mettre la main dessus. À moins de rouler comme une racaille comme ça, vous n'êtes pas censé toucher cette zone-là. Donc cette zone-là reste relativement préservée. Vous mettez vos mains là, et de l'autre côté, voilà. Donc vérifiez un petit peu dans les pliures là, et aussi derrière que ça soit pas trop abîmé, qu'il n'y ait pas d'impact d'ongles et tout ça. Regardez aussi sur les palettes. Et puis voilà. Le volant, dans tous les cas, faut pas stresser s'il est mangé complètement. Il coûte pas cher. Il coûte, je crois, 250 € dans cet état-là. Donc voilà, les pièces sont pas chères sur cette voiture. À part la partie carbone, bon, s'il y a une pièce à remplacer, c'est pas la fin du monde. Vous le faites pendant une révision et puis voilà, ça joue comme ça. Si vous êtes un maniaque qui a une petite rayure, vous remplacez ça. Une petite aération, quelque chose comme ça, c'est pas dramatique. Ça vaut rien du tout.
Voilà. Ce qui est important aussi, c'est regarder. Généralement, quand on nettoie l'intérieur et que c'est mal fait ou que les gens font pas attention, ils ont tendance à rayer les écrans digitaux. Parce qu'il n'y a pas de protection d'écran sur ces trucs-là, donc ça se raye super vite. Donc si tu passes avec un chiffon un peu violemment, tu peux le rayer. Donc regardez-le bien, notamment avec des reflets, mais allumez une petite lampe, regardez bien que ça ne soit pas rayé. Parce qu'après, encore une fois, si vous allez penser qu'à ça, donc achetez une voiture vraiment nickel, avec l'écran vraiment nickel, et puis vous ne serez pas déçu. Alors maintenant qu'on a fait un petit peu le tour de la voiture, en statique, que vous avez vraiment relevé les choses à relever, je vous invite à démarrer la voiture, à écouter la voiture, à écouter son régime moteur. D'origine, ça fait un feulement tout à fait correct, il n'y a pas de bruit particulier, il n'est pas censé avoir de tremblement, de vibration, de cliquetis particulier. Surveillez bien ça. Vous inquiétez pas, les premières fois où vous allez donner quelques petits coups de gaz dans la voiture, que vous êtes en mode neutre, la voiture ne réagit pas forcément tout de suite au niveau de l'accélérateur. Vous allez appuyer très fort et ça va monter doucement en régime. C'est le mode neutral, le mode naturel qui veut ça. Voilà. Si vous la mettez en mode dynamique ou en mode race, c'est censé vraiment être beaucoup plus réactif. Donc ça, vous pouvez essayer. Si vous êtes en mode all-weather ou si vous êtes en mode neutre, naturel, je ne sais plus comment il s'appelle, vraiment le mode classique où l'écran est gris, si vous appuyez sur l'accélérateur, ça monte, mais ça monte très progressivement. Voilà, c'est pas impactant. Si vous êtes en mode dynamique ou en mode race, là les montées en régime sont censées être beaucoup plus franches. Donc regardez bien ça. Le mode race, tout simplement, vous appuyez une fois pour le mode dynamique, vous relâchez, ça passe en mode dynamique et ensuite vous restez appuyé longtemps jusqu'à ce que le mode race passe. Donc assurez-vous bien que ces modes-là fonctionnent. Si ces modes-là ne fonctionnent pas, c'est qu'il y a un code erreur sur la voiture. N'importe quel code erreur bloque au-delà du mode naturel, ce type de passage de mode. Donc ça, faites attention. Au niveau de la conduite, la voiture est censée être en mode normal, très douce. Il n'y a pas d'à-coup, elle passe les rapports toute seule, elle rétrograde toute seule. Donc ça, c'est censé se faire de façon très fluide. Les freins sont progressifs, il ne faut pas appuyer dedans comme un âne. C'est quand même assisté au niveau du freinage. Donc ça, c'est une voiture normale, elle est censée se comporter comme une voiture normale. Quand vous la mettez, moi je vous conseille de la tester mode neutre quand vous avez compris, enfin naturel, quand vous avez constaté que ça fonctionnait bien, qu'il n'y avait pas de problème, qu'il n'y avait pas de bruit particulier. La voiture n'est pas censée non plus faire de bruit, on n'est pas censé entendre des grillons, des grincements, des choses comme ça. Elle ne fait pas de bruit cette voiture, elle ne fait pas de bruit. Donc ça, assurez-vous qu'il n'y ait pas de bruit. S'il y a un bruit, il faut potentiellement chercher. Donc les trois quarts du temps, ça sera une pièce de monnaie tombée entre deux sièges qui va grincer contre quelque chose. Voilà, mais regardez, posez des questions. C'est pas censé faire d'autres bruits que le bruit de la voiture normale. Donc ça, c'est vraiment à surveiller. Une fois que vous allez passer en mode dynamique, je vous conseille d'utiliser la voiture en mode dynamique et que vous allez passer les rapports. Les rapports sont très fluides, sont censés passer aussi de façon très fluide. C'est pas censé donner des monstrueux à-coups. Je vous conseille de faire, ça c'est important pour tester l'état de l'embrayage, une fois que la voiture sera bien chaude et avec l'accord du vendeur, de faire vraiment une grosse accélération. C'est-à-dire dès la première à 2000 tours, vous laissez rouler un peu la voiture, 10-15 km/h et vous écrasez à fond. Fond de première, fond de deux. Et c'est censé passer fort mais très bien, très proprement, sans à-coups, ça passe tout seul. Et la voiture, vous ne devez pas la sentir cirer. Voilà. Si vous sentez que l'embrayage cire un peu, j'en ai senti une 4C comme ça, où dès qu'on accélère très fort, ça accélère, mais on sent une sensation comme si, je ne sais pas si vous avez un scooter, mais comme une sensation de variateur. Comme s'il y avait un vario dans la voiture. Et c'est pas censé faire ça. C'est que l'embrayage est un peu fatigué. Donc faites attention à ça. C'est censé partir tout de suite, partir rapidement. Les vitesses sont censées claquer très facilement. Il n'y a aucun problème. Il y a quelque chose à surveiller aussi, c'est au niveau des rétrogradages. Faites quelques rétrogradages. Alors, des rétrogradages haut dans les tours. Enfin, vous accélérez fort, vous relâchez un petit peu. Quand vous pensez que vous pouvez rétrograder, rétrogradez une deuxième fois. Et c'est censé réagir tout de suite. La palette de rétrogradage, la mienne a été remplacée, mais je vous le dis parce que j'ai eu le problème et beaucoup de 4C ont ces problèmes-là, particulièrement la palette de rétrogradage a des problèmes. Voilà, ça ne répond pas forcément tout de suite. Donc rétrograder 2 vitesses avec un intervalle très court. Voilà, vous faites 5, 4, 3 et vous voyez comment réagit la voiture. Si ça rétrograde très bien, c'est censé donner des petits à-coups moteurs, enfin des petits régimes moteurs, comme un petit talon-point, c'est censé faire boum, boum, ça, regardez que ça le fait bien. Et si vous voulez aller plus loin, testez les palettes en upshift et downshift sur les bords. Donc sur les bords
bas et sur les bords hauts. Et c'est là où vous allez voir si les palettes répondent bien et s'il y a du jeu ou pas. Voilà, parce que les palettes, au milieu, elles fonctionnent généralement bien, mais en haut, si elles sont un petit peu usées, ça fonctionne moins bien. Donc ça, encore une fois, ça coûte pas très cher. Généralement, ça passe en garantie parce que c'est connu. Mais faites attention à ça. Ça, c'est un point particulier. Lors de la conduite, même avec des freins d'origine, c'est censé planter très fort. Cette voiture freine extrêmement bien, freine longtemps, il n'y a pas de problème au niveau du freinage. Donc surveillez ça. Une fois que la voiture est bien en température, faites des gros freins. La pédale est censée être dure et elle est censée être ferme. Il y a un très bon feeling sur les freins. C'est pas spongieux, c'est pas souple et après ça se durcit. La pédale est dure tout de suite et ça freine dur tout de suite. Si ça freine un peu de façon au moins à l'attaque, c'est un peu mou et vous êtes obligé d'appuyer très fort pour que ça freine, c'est probablement qu'il y a peut-être une vidange du liquide de frein à faire. Moi, je la conseille de faire tous les ans. C'est pas ce que ça coûte. Et au moins, vous avez un circuit de freinage au top parce que ces voitures-là passent beaucoup de temps en hivernage pendant toute la saison automne, hiver, début de printemps. Donc, le liquide a le temps de prendre de l'humidité. Donc ça peut aussi être pour vous un argument pour la négociation, dire la pédale, elle n'est pas censée être comme ça, elle est censée être bien ferme, bien rigide. Vous appuyez, ça claque direct. Si elle est un petit peu molle à l'attaque, c'est qu'il y a probablement du liquide de frein à remplacer. Au niveau de la conduite, si le véhicule est totalement d'origine, vous posez la question, s'il n'y a pas de cale de modification de la géométrie et tout ça, si vous êtes en pneu Pirelli d'origine, c'est normal que la direction essaye de vous tuer. Voilà, ça c'est comme ça, la direction va essayer de vous tuer. C'est-à-dire que essayez de vous forcer justement pour voir si ça vous convient, à passer sur des raccords, à faire des changements de direction. Quand vous montez un petit peu sur le milieu de la route, généralement il y a toujours une bosse parce qu'on roule dans des rigoles sur la route. Parce que c'est avec le passage des pneus, ça affaisse un peu. Essayez de passer par-dessus ça, regardez comment se comporte la voiture. Elle est censée vous emmener un peu à droite à gauche, il faut vraiment la tenir. D'origine, c'est comme ça, c'est le défaut de la voiture. Donc ça, c'est normal. Vous dites pas, oh là là, le train il est de travers, ça marche jamais, c'est comme ça. Voilà, c'est tout. Si jamais vous n'avez pas les mêmes pneus à l'avant, vous avez des Michelin, que vous avez des cales modifiées, tout ça, c'est censé être beaucoup plus soft. Il y a toujours cet effet assez rigide, la direction n'est pas assistée, donc forcément ça ne se conduit pas avec un doigt, mais c'est censé corriger quand même pas mal le problème. Mais si c'est d'origine, ne vous inquiétez pas sur la direction. Tout ce qu'il ne faut pas, c'est qu'il y ait de points morts au milieu. Ça c'est important. La voiture au point mort, si vous tournez légèrement à droite, elle va à droite. Si vous tournez légèrement à gauche, c'est pas je tourne et tac, ça prend la direction de la gauche et ça y va. Il y a une sensation dès le milieu du volant. Voilà. Et ça, c'est important à savoir. C'est que dès le milieu du volant, il y a une sensation. Vous tournez, la direction est très réactive et très précise. Donc ça, faites attention à ça. S'il y a la moindre anomalie, s'il y a une petite sensation de flou, de point milieu, c'est pas normal. Au niveau de la couleur, les amis, c'est une histoire de goût, clairement. Mais il y a des couleurs qui se vendront beaucoup moins bien que d'autres. Ça, on le sait. Les couleurs qui se vendent bien, c'est le rouge Alfa Romeo. Vous ne prenez pas de risque à acheter une Alfa Romeo rouge Alfa Romeo. Ça, c'est clair. C'est les couleurs qui tiendront le plus la cote. Après, il y a des couleurs style jaune. Ça peut tenir une bonne cote, mais c'est à double tranchant. Faites très attention avec le jaune. Il y a beaucoup de gens qui détestent le jaune de cette voiture-là. Ce qui est un jaune plutôt pâle. Il n'est pas beau. Il peut être rendu beau en photo. Avec un peu de colorimétrie, voilà, c'est avec un petit filtre. Mais d'origine, il est un peu palo. Moi, j'aime pas du tout. Ça ne viendrait pas l'idée d'acheter une Alfa Romeo jaune. C'est pas pour autant que je dénigre les Alfa jaunes, mais si vous voulez garder une voiture qui tient la cote, vous êtes sûr de la revente, moi, je serais partisan d'acheter une Alfa Romeo rouge. À mon sens, les grises, les noirs, c'est pas une bonne idée. C'est pas ce que recherche l'acheteur de cette voiture-là. L'acheteur de cette voiture-là cherche une voiture exotique qui a une couleur exotique, qui a une couleur d'italienne. Italienne, c'est jaune, rouge. Le blanc est très sympathique. Pour peu qu'il ait été bien combiné avec un bel intérieur, ça peut le faire. Et ça, il ne faut pas négliger le blanc. Le blanc, ça peut carrément le faire. Mais faites attention aux couleurs. Si vous êtes plutôt, que ce soit coupé ou spider, friand des phares type araignée, donc avec les tout petits, les plein de petits phares comme ça, là, qui a fait d'ailleurs le tant de bruit quand la voiture est sortie avec ces phares. Moi, je les appelle araignées, je ne sais pas comment on les appelle vraiment. Si vous voulez absolument ces phares-là, faites très attention. Achetez les versions en carbone. N'achetez surtout pas les versions de base en plastique noir. La voiture, c'est invendable, c'est invendable. Ça veut dire que le mec a acheté vraiment la voiture de base. Donc si vous avez les feux araignées qui sont noirs et pas carbone, si vous avez cette version-là, mais qu'en plus vous avez l'intérieur tableau de bord noir en plastique,
c'est très très compliqué. Vous avez une 4C de base. Après, si vous avez le budget d'une 4C de base, que vous l'achetez pas cher, vous allez la revendre pas cher certainement plus tard. C'est pas dramatique. Mais si vous voulez une 4C idéale, la 4C idéale pour qu'elle garde une cote, vous pouvez acheter les phares araignées carbone, mais les achetez pas en plastique noir. Les achetez pas en plastique noir. Pour les Alfa Romeo 4C coupées, si vous en avez une à acheter, essayez d'acheter une Launch Edition. C'est des éditions limitées. Il y a un peu plus de carbone à l'intérieur. Ça, il faut prendre à mon avis une coupée. Les coupées décodent beaucoup plus et sont beaucoup plus difficiles à vendre étant donné qu'il y en a beaucoup plus. Achetez vraiment une Launch Edition. Si j'ai un conseil à vous donner, la cote sera bien meilleure. Les gars, j'hallucine. Enfin, c'est vraiment du délire. On est vraiment dans une autre planète. C'est-à-dire que je suis sur un parking vide. Le mec s'est dit, tiens, si je me garais avec ma Laguna de merde à 20 mètres de moi pour aller poser un bronze. Le mec, je vais pas le filmer parce que il a l'air d'être assez énervé. Il est en train de couler un bronze à peu près 30 mètres de moi et il me regarde et je vois, je le vois plomber devant moi. Et il pousse des cris. Faut que je quitte cette terre. Faut que je quitte cette terre. Donc au niveau des Launch Edition pour les couper, voilà, prenez les Launch, à mon avis ça tiendra une bien meilleure cote dans le temps parce que c'est des éditions limitées, voilà, c'est toujours mieux. Faites attention aux combinaisons d'étriers, voilà, il est déjà arrivé qu'il y ait des Alfa Romeo rouges avec des étriers jaunes, des Alfa Romeo jaunes avec des étriers rouges. C'est compliqué. Essayez de garder une cohérence. Plus c'est cohérent, plus c'est logique, plus ça se vend facilement. Je vous conseille aussi, que ce soit coupé ou que ça soit cabriolet, Spider, d'acheter la voiture avec le maximum d'options possibles. C'est-à-dire le maximum d'options carbone possible. Les packs racing de préférence, avec le cuir étendu. Si vous pouvez le faire, faites-le. La voiture tiendra une bien meilleure cote et déjà elle sera beaucoup plus belle. Le tableau de bord noir avec les surpiqûres jaune ou rouge. Prenez les sièges en cuir et pas les sièges en tissu. Voilà, ça c'est des détails, mais négligez pas ça et achetez une voiture peut-être 1000, 1500 € plus cher avec ce genre de détails, même je dirais même jusqu'à 3000 plus cher, parce que cette voiture gardera une cote. Voilà. Moi, ça ne me viendrait pas à l'idée d'acheter une Alfa Romeo 4C Spider avec l'intérieur de base noir. Une coupée, oui, parce qu'il y en a peut-être un peu plus, ok, on peut faire les concessions, mais sur une Spider, il faut qu'elle soit toute option. Voilà, ça c'est vraiment important. Si vous voulez que la voiture tienne une cote, achetez-la avec le maximum d'options possibles. Et une Spider, si j'avais un conseil, achetez-la avec les phares, les magnifiques phares classique, voilà, avec le fond en carbone qui n'est pas du carbone au passage, mais ça fait très bien l'imitation. Voilà, c'est marqué 4C à l'intérieur, ça va beaucoup mieux à la voiture. Ça c'est vraiment à mon sens la bonne config pour une Spider. Rouge, intérieur noir, surpiqûre rouge. C'est pas parce que c'est la mienne que je dis ça, c'est parce que les gens, quand ils achètent une Alfa Romeo, veulent une Alfa Romeo. Une Alfa Romeo, c'est un intérieur noir ou un intérieur un petit peu caramel, avec des belles surpiqûres, du cuir, un rouge Alfa Romeo, des jantes. Les jantes noires, je sais pas. Moi, j'achèterais vraiment ces jantes-là. C'est les jantes, c'est les jantes qu'il faut, les jantes trèfle. L'autre version avec les autres jantes, les jantes sont très belles, mais je suis désolé, c'est pas des jantes d'Alfa Romeo. Voilà. Donc, essayez de privilégier ces jantes-là aussi, couleur métallisée, et voilà, vous allez avoir une voiture qui garde une cote dans le temps. Bon, malheureusement, on est en France et les Français, il y a une réelle masturbation avec les kilométrages qu'il n'y a pas ailleurs, qu'il n'y a pas en Suisse, qu'il n'y a pas en Allemagne, qu'il n'y a pas aux États-Unis. Voilà, on fait beaucoup plus confiance à des voitures beaucoup plus kilométrées. Ici, une voiture qui dépasse, je sais pas moi, qui dépasse les 10 000 km pour une 4C, on te sort l'argument, ouais, mais elle a déjà beaucoup de kilomètres, machin, tout ça. Bon, calmez-vous les gars. Il y a une règle à respecter. Moi, je dirais pour ce type de voiture-là, c'est la règle des 3 à 5 000 km par an. Si on reste dans ce range-là, bon, elle maintiendra une cote. Après, si vous voulez acheter une voiture et faire 500 km par an, bon, bah, libre à vous, mais ça sert à rien. Ça sert à rien. Dans ce cas-là, je sais pas, mais achetez pas ça, de grâce, achetez pas ça. Si vous achetez cette voiture-là, profitez-en, roulez avec. Dépassez pas 3 à 5 000 et gardez une cote. Voilà. Je conseille d'acheter cette voiture-là maximum 25 000 km. Voilà. Que ce soit pour couper ou pour Spider. Même Spider, les modèles 2017, 2018, 2019, si vous pouvez les acheter autour des 10 000 km, c'est pas mal. Voilà. La mienne à 20 000 km, le prix est en conséquence naturellement. Mais voilà, je dirais Spider, achetez-la autour des 10-15 000 et une coupée, dépassez pas les 25 000. Voilà. Ça me semble être cohérent par rapport à l'année de la voiture et ça vous laisse une bonne marge pour la revente. Dans tous les cas, bon,
Une voiture à 35-40 000 km maintenant, si vous avez l'intention de rouler avec et de ne pas vous prendre la tête avec la décote, vous pouvez l'acheter, vous allez l'acheter pas cher parce qu'elle est pour l'instant, malheureusement avec la mentalité française, absolument invendable. Je suis désolé mais c'est comme ça. Donc ça va fâcher les propriétaires de 4C qui ont des 4C avec 35-40 000 bornes. Elle est invendable les gars, c'est pas de ma faute. Ou alors il faut la mettre pas cher. C'est pour ça qu'il y a une 4C avec 37 000 km qui est partie à moins de 40 000 euros. Elle est partie à 37 000 euros de mémoire parce que c'est pas vendable les gars. C'est comme ça, c'est des voitures exceptionnelles. Et en France, il y a une énorme masturbation avec les kilométrages. La voiture est neuve, elle est parfaite, c'est 37 000 bornes, c'est que dalle. Mais voilà. Faites attention à ça, achetez une voiture pas trop kilométrée et au fur et à mesure des années, les kilométrages vont augmenter. Donc voilà, mais dépassez pas 3 à 5 000, c'est un conseil que je vous donne. Et au jour d'aujourd'hui, le range, c'est bon, naturellement de 0 à 25 000. Voilà, faut pas dépasser les 25 000, à mon sens. Autre petit conseil, comme quoi je suis vraiment transparent et je suis vraiment salaud avec ma voiture, mais achetez la voiture d'origine, le plus d'origine possible, ou s'il y a des pièces, assurez-vous que l'ensemble des pièces installées soit disponible et soit livré avec, soit en bon état. Assurez-vous qu'il n'y ait pas eu de modification profonde qui impacte la voiture, dans le sens que c'est pas moi, un trou dans la carrosserie, des choses comme ça. Faites très attention aux options, vérifiez la liste d'options. Il est possible qu'il y ait une lame qui a été rajoutée, donc ça veut dire des trous dans les pare-chocs avant, des trous dans les bas de caisse. Ça les gars, c'est peut-être très beau, mais pensez à la revente future. Quand il y a des trous dans les bas de caisse, les machins, ça veut dire que la voiture elle est trouée quoi. Donc ça, à mon sens, achetez pas de voiture avec une modification irréversible de la voiture. Donc des trous, des choses comme ça c'est super important. Il y a quelques 4C qui n'ont pas la prise d'air pour la boîte de vitesse sur le côté gauche de la voiture. Ça, si vous l'avez, c'est aussi un atout parce que il y en a très peu qui l'ont, même sur les Spyder, il y en a quasiment pas. Essayez de prendre la voiture qui a cette prise d'air. Et si cette prise d'air est présente, assurez-vous d'avoir vraiment le listing des options et assurez-vous que cette pièce-là ait été installée d'origine. C'est très important que la voiture soit matching number et que l'ensemble des pièces installées soient d'origine. Naturellement, si vous souhaitez en faire un investissement et garder une très bonne valeur par la suite. Si vous allez faire du circuit avec toutes ces choses-là, bon, c'est un peu moins dramatique. Moi, je vous donne mes conseils. Après, vous en faites ce que vous voulez. Au niveau du prix de la voiture, je dirais, faut pas dépasser les 60 000 euros pour une Spyder. Hors édition spéciale, les toutes dernières éditions bleues, les machins, voilà. Il y a toujours des versions, des versions qui tiennent plus de cotes parce qu'elles sont un peu exceptionnelles. Je crois que c'est les 4C Italia qui sont bleues. Ça tiendra une cote un peu plus importante. Mais voilà, pour une voiture qui a entre 10 et 20 000 km, qui a les bonnes options, qui a tout ça, bon voilà, faut la payer en Spyder autour des 60 000. Après, à vous de varianter en suivant l'état de la voiture, mais ça vaut 60 000. Et pour une coupée qui est entre 10 et 20 000 km, si elle a les bonnes options, entre 45 et 50 maximum. Au-dessus, c'est peu justifié, à moins qu'elle ait vraiment pas de borne et qu'elle vous tape dans l'œil et qu'elle ait vraiment le listing des options totales, qu'elle soit première main, toutes ces choses-là. Voilà, là, ça se justifie. Achetez aussi, si vous pouvez, une origine française avec le suivi complet. Assurez-vous aussi de garder l'ensemble de l'historique, que tous les tampons soient des tampons. Alors ça, c'est essentiel et capital, ça me semble évident, mais il faut le rappeler, que la voiture le carnet soit tamponné de tampons Alfa Romeo. Si vous pouvez même pousser le vice à regarder que les concessions Alfa Romeo soient des concessions agréées 4C, c'est vraiment l'idéal pour la revente. Ça, c'est vraiment capital. Assurez-vous d'avoir les deux clés, d'avoir tous les carnets, toutes les factures. Ça, c'est vraiment très important pour la revente. Bon les amis, maintenant que mon très cher collègue Gitan Lopez en face de moi a fini de poser sa pêche en étant obligé d'aller chercher du PQ avec le pantalon sur les chevilles parce qu'il avait oublié son PQ dans sa voiture, a fini de déféquer. On va pouvoir conclure cette vidéo. Je vous ai dit, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, julien.com. On est un peu plus de 600, ça fait plaisir, il y a une bonne petite communauté, on échange au quotidien, on est une communauté pas très importante, mais ça nous permet justement d'échanger. Donc si vous avez quelque chose à dire, n'hésitez pas à me parler, je réponds à 100% des cas, voilà, sauf si vous m'insultez, si je vous répondrai, mais de façon négative. Allez les gars, je vous dis à la prochaine, allez, ciao. Putain, mais regardez, le mec,
Je suis outré par les gens, je suis outré par les gens. Le mec vient de plomber une grosse merde juste ici. Il a lâché une demi-tonne de PQ et il ramasse pas. Bref, soyez bons avec les autres, soyez bons avec l'environnement, essayez d'être positif, essayez de faire attention aux autres et vous vivrez longtemps et vous vivrez en paix. Si vous êtes un connard, que vous respectez pas l'environnement, que vous respectez pas les gens, il va vous arriver des tuiles, les gars, il va vous arriver des tuiles. Voilà, quand on pose un colombin comme ça, là-bas, là, au bout, et qu'on fout un bordel pareil, on ne peut pas vivre longtemps, c'est pas possible. Ou alors c'est que le karma marche pas, mais moi je crois à 200% au karma et je vous dis, les gars, respectez les autres.